Bonjour, Patrick Blanchon. Bienvenue dans ce podcast qui a pour titre Repartir à zéro. Je suis très troublé en fait ces derniers jours par ce podcast en fait. Et j'aimerais bien t'en parler un peu de ce trouble. Ça me paraît honnête. Tu sais, repartir à zéro, c'est un peu revisiter aussi, pour moi, toute une partie, même pratiquement toute ma vie. Et je ne peux pas échapper, en fait, à l'éducation, c'est-à-dire à d'où je viens. Je peux pas échapper à mon souvenir, en fait, de ce que je voulais quand j'étais jeune. Qui était perpétré, en fait, peut-être une tradition familiale de s'élever dans l'échelle sociale. Sauf que je voulais pas reproduire, moi, la même chose, en fait, que ce que j'avais repéré chez mon père, chez mon grand-père, dans ma famille tout entière, d'ailleurs. Il y avait beaucoup de choses qui me gênaient, en fait, dans cette notion de reproduire, en fait, une tradition. Et notamment dans le rôle de l'homme. Alors ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, si tu veux, parce que on est tellement imprégné, en fait, de schémas, de modèles, que même si on cherche à emprunter une autre voie, on n'échappe pas à son éducation. Et en repensant à ça, je me suis dit, en fait, que mon père, en fait, et mon grand-père, sans doute, avaient une idée, en fait, de la virilité, du rôle de l'homme, qui était directement, en fait, lié à ce que la femme projetait, en fait, sur la notion de mâle, de mec, tu vois. Il y a quelque chose de trouble là-dedans, parce que quand je remonte, en fait, dans mes souvenirs, si tu veux, quand je voyais mon père qui était excédé par mon comportement quand j'étais enfant, si tu veux, il était excédé et je pense qu'il était plus ou moins consciemment poussé par ma mère. Pour prendre sa ceinture et me taper dessus. Et j'entendais à ce moment-là, quand il était en pleine furie, ma mère qui disait non, Claude, pas la tête. Ça se reproduit plusieurs fois dans cette histoire, en fait, de violence. Et puis pas qu'avec ma mère, en fait, avec pas mal de compagnes, en fait, que j'ai choisies, finalement. Il y a une espèce de répétition qui se met en branle comme ça, sans même qu'on s'en aperçoive, où finalement l'homme va puiser, en fait, sa violence, son idée de virilité, plutôt, dans le regard de la femme, que la femme porte sur lui. Peut-être pour pas décevoir, en fait, la femme, j'en sais rien. Je pense pas que ça se joue à un rôle conscient, toute cette histoire-là. Je pense que c'est plutôt des schémas, des modèles qui sont transmis de génération en génération
Et puis, c'est plus fort que soi, comme on dit, on les applique. Et ce, même si tu grimpes, en fait, dans l'échelle sociale, cette éducation que tu as eue, elle te colle, si tu veux, au basque. Tu peux pas t'en défaire comme ça. Et je me souviens de mon père, en fait, qui donc était monté dans cette fameuse échelle sociale, si tu veux. Il avait démarré comme soudeur, mon père, en fait. C'était la fin de la guerre d'Algérie. Et il avait un CAP de soudure, donc il a démarré comme soudeur, et puis ça lui plaisait pas parce que je crois que la guerre l'a révélé, comme on dit. Je sais plus quel écrivain disait en fait que la guerre révèle l'être humain. Alors on peut avoir beaucoup de réticence par rapport à ça, mais c'est probable en fait que dans cette déferlante en fait d'adrénaline qu'on éprouve au combat, on jette à bas finalement tout ce qu'on pouvait croire, tout ce qu'on pouvait imaginer, tout ce qu'on pouvait penser qu'on était. Dans l'immédiateté du combat, quelque chose se produit qui fait qu'on doit se battre si on veut survivre. Et je pense que toute une génération, peut-être même plusieurs générations, qui ont connu en fait ces conflits, ont touché en fait cette chose-là et ont remodelé sans doute la société à partir de ce constat plus ou moins conscient que chacun pouvait se faire, de cette différence en fait entre la vie quotidienne, la douceur en fait de la vie quotidienne, et puis cette réalité qui peut toujours advenir en fait de la guerre. Il y a un tel écart en fait dans ce qu'on peut présenter en fait de soi dans une version ou l'autre de la vie, que je pense qu'il y a de quoi péter un câble. Je me souviens quand j'étais gamin, il y avait un bouquin qui m'attirait tout le temps. C'est un bouquin de Bijard, donc le général Bijard, ils étaient partis avec sa troupe en fait, le 3e RCP, je crois. Et il y avait un photographe en fait qui a fait des photos en fait de tout ce parcours, de magnifiques photos en noir et blanc. Je pense que ce bouquin est à l'origine aussi peut-être de mon goût pour la photographie. On voyait des hommes qui peinaient, qui étaient en sueur, qui souffraient. Le bouquin s'appelle « Aucune bête au monde ». Et il m'avait impressionné ce livre parce que, déjà parce que mon père l'avait dans sa bibliothèque et qu'il faisait partie en fait de cette troupe. Et il avait une révération pour le général Bijard. Ce qui me paraissait plus tard à l'adolescence, si tu veux, comme quelque chose de complètement tordu. Parce qu'à l'adolescence, évidemment, dans les années 70, c'était le mouvement hippie, c'était tout ça, si tu veux. La guerre, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, c'était quelque chose de... C'était le mal. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Et on était à des années-lumière, nous, adolescents, d'imaginer ce que pouvaient vivre, en fait, des gens dans la guerre. Parce que dans ces photos, en fait,
de cette campagne d'Algérie, il y a des moments de paix, il y a des moments de bonheur. Tu le vois dans les photos, tu as des moments où les gens sont tellement éreintés qu'ils ont un regard les uns envers les autres qui est fabuleux. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Et sans doute qu'en allant au bout de soi, par l'entremise de la guerre, on découvre aussi quelque chose qui illumine. À la fois une force immense et une faiblesse immense en soi. Alors cette éducation, si tu veux, dont je parle, même si mon père l'a utilisé à essayer de me transmettre quelque chose, il l'a peut-être transmis comme il le pouvait. D'ailleurs, c'est certain, il l'a transmis comme il le pouvait. Personne ne naît père. Il faut apprendre à devenir père aussi, tu vois, c'est compliqué. Je pense que pour les mères, c'est pareil. On ne naît pas mère, on le devient. On apprend. On fait des erreurs. Mais cette illusion, si tu veux, de gravir l'échelle sociale, munie en fait de ces idées-là, ça m'a donné à la fois l'envie de la gravir, et comme je le disais, pas de la façon dont j'ai pu observer mes parents et mes grands-parents, mais de la gravir avec tout ce qui leur manquait, en fait. Tout ce que moi, j'ai imaginé qu'il leur manquait. La culture, l'approche de l'art, la réflexion, la philosophie. Toutes ces choses, finalement, que, quand j'en entendais parler, étaient mises à l'écart. C'est tardivement, en fait, que mon père s'est intéressé à l'art, à la disparition de ma mère. Et j'ai été très étonné parce que je l'ai vu en train de bouquiner des ouvrages, en fait, sur l'art roman. Donc, il a lu tout un tas de bouquins sur l'art roman, ça le passionnait. Alors, il prenait sa voiture et puis il allait visiter, en fait, des églises romanes. Il y avait quelque chose qui avait accroché son intérêt dans l'art roman. Et quand j'ai vu ça, si tu veux, bon, j'étais déjà âgé, hein, mais j'ai eu une émotion extraordinaire parce que tu te dis que tout le monde peut changer. Tout le monde a la possibilité de faire retour sur soi à un moment donné. Alors c'est souvent lié à un accident, c'est souvent lié à un deuil, c'est souvent lié à une perte. C'est la vie en fait qui te propose en fait ce retour. Donc dans l'idée en fait de ce projet en fait que j'ai pour peindre en fait des visages, pour accompagner en fait le livre de Georges Chiche, quelque chose qui illumine, il m'a paru important en fait de faire ce retour, d'effectuer ce retour vers une origine.
de retrouver en fait cette éducation également, de comprendre, même si je l'ai déjà beaucoup parcouru, hein. Je pense que pour savoir où on est, il faut savoir d'où on vient. Et gravir les échelons, alors que ce soit d'une échelle sociale telle que tout le monde la considère, ou de sa propre échelle, parce qu'on peut aussi s'inventer sa propre échelle, le risque, quand on fait ça, si tu veux, c'est le mépris. Un mépris qui vient de l'inattention, tellement on est obsédé en fait de gravir l'échelle. Donc du coup, ce qu'il y a en dessous, ça ne nous intéresse plus. Et comme on y est encore lié et qu'on le sent plus ou moins consciemment, on a cette arme ou cet outil en fait qui est le mépris. Qui nous renforce à un moment donné, on en a sans doute besoin. Mais quand on s'en rend compte, je pense que la paix est possible. La paix à réinstaller en soi. Et ça fait penser au bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux aujourd'hui ? Tu vois, il y a plein de gens qui pensent que le bonheur, c'est d'avoir une maison, une bagnole. Je te dis, je te raconte des lieux communs. Tout le monde sait ça maintenant, que le bonheur, c'est pas ça. Ça, c'est le paraître à ses propres yeux par rapport à une échelle sociale qu'on aura gravie, aux yeux des autres. Mais quand on est seul, assis sur son cul, sur son canapé, est-ce qu'on est heureux comme ça ? À regarder la téloche ? Je crois pas. J'ai jamais cru à ça. Il faut pas grand-chose pour être heureux. Il faut de l'attention. Ce dont je suis en train de me rendre compte, en fait, en faisant ce rangement pour la énième fois encore de mes papiers administratifs, et quand je regarde, en fait, la multitude de choses que j'ai dans cet atelier, si tu pouvais voir les innombrables pinceaux que j'ai dans des pots, mais écoute, si j'en ai pas 150, j'en ai aucun. Et de quoi ça vient, ça ? Ça vient, en fait, du manque d'attention, du manque de réflexion par rapport à l'attention aussi. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit « tu cherches trop ». Tu devrais juste peindre. C'est vrai, il a raison. Dans une certaine mesure, je pourrais fermer ma gueule et juste peindre. Oui, mais je suis pas du tout sûr, en fait, que les tableaux que je ferais comme ça soient intéressants pour moi. Repartir à zéro, c'est repartir à zéro aussi avec la peinture. Surtout avec la peinture. D'avoir un geste libre, d'avoir un geste plus fluide, de plus avoir cette tension dans le bras qui me vient de toutes ces difficultés que je m'efforce depuis des années de surmonter. Et tu vois,
Tout le monde cherche l'habileté en peinture. Tout le monde, pratiquement, cherche l'habileté. Je parle de monsieur tout le monde, tu vois. Je parle de toi, de moi. On a tous cherché ça. On a tous cherché savoir bien dessiner, savoir bien peindre. On se fait une idée, en fait, de ce qu'est la peinture. Alors c'est vrai qu'on peut s'arrêter à ça, on peut se dire, ok, je vais aller chercher l'habileté, mais tu vois, c'est encore replacer une échelle où on se dit, je suis sur le premier barreau, donc je sais rien, je suis nul, je suis un débutant, et mon objectif, c'est d'atteindre le sommet de l'échelle. Avec tout le mépris, en fait, que ça engendre pour les premiers travaux qu'on a réalisés. Avec peut-être aussi le mépris des travaux de débutants quand on les regarde et qu'on se dit, ouais, il y a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai changé en fait ma pédagogie, et plutôt que de rester dans une pédagogie académique, j'ai plus mis l'accent en fait sur l'importance de la maladresse. Parce que c'est là-dedans qu'il faut aller chercher. Pour mon compte, hein, c'est ce que moi j'ai découvert. Après, certainement, il y aura des gens qui sont justement dans cet enseignement académique qui remettront ça en question, bien sûr. Mais pour moi, c'est plus important d'aller chercher dans l'hésitation, dans la maladresse, dans cette question que me propose à chaque fois la maladresse, en y portant une attention, en y réfléchissant. Tu vois, il suffit pas de dire ah ouais, c'est maladroit, et puis de passer à autre chose. Faut comprendre en fait le tremblement du trait, faut comprendre tout ça. Qu'est-ce qui provoque en fait ce tremblement? Est-ce que c'est juste parce qu'on ne sait pas, ou est-ce que justement parce qu'on sait trop? Et que ce mépris dont je parlais, il est tellement installé en nous qu'il gêne en fait la clarté du trait. Donc étudier en fait la maladresse sous cet angle-là redresse, redonne une colonne vertébrale, pas une barre en acier. Je regardais une vidéo aussi d'une fille, alors je vais pas dire son nom parce que ça m'a un peu énervé, quoi, en fait. Je voudrais pas être méchant. D'une personne, en fait, qui dit que... alors, elle dit, en fait, que beaucoup de gens parlent en ce moment de l'art et d'être des artistes, et puis... en fait, elle semble dire, cette fille, que tu t'en fous de te poser des questions, que c'est même ridicule de se poser des questions quant à l'art, et que c'est ridicule de te poser des questions, toi, en tant qu'artiste, et qu'en gros, tu as juste à faire tes tableaux et puis à les vendre. Tu vois, si on résume, en fait, ce qu'elle dit, ça serait juste ça, être un artiste. C'est ça, c'est-à-dire juste vendre son travail, faire son travail, le vendre, hein, comme... après tout, comme un artisan, tu vois, voilà. Alors je suis assez d'accord avec elle dans une certaine mesure, et en même temps, quelque chose m'agace dans ce qu'elle dit. Parce que je sens bien, en fait, que c'est une facilité, en fait. Tu sais, c'est facile de dire ça pour pas justement aller explorer en soi peut-être des zones d'ombre. Peut-être que cette fille a eu une éducation super et qu'elle n'a pas connu justement toutes ces difficultés, et que bon bah son art s'est déployé avec facilité, j'en sais rien.
Tu vois, mais on n'a pas le droit quand même de se moquer en fait des gens qui cherchent à explorer en fait le propos de l'art. Donc j'étais agacé par rapport à ça. En même temps, sans plus, il y a tellement de conneries qu'on raconte sur Internet, et moi le premier, qu'au bout du compte, on peut qu'en sourire. Mais quand même, ça m'a agacé, tu vois. Je pense que si tu t'interroges pas sur toi-même en train de peindre, qu'est-ce que tu peux faire finalement? J'ai rien contre les jolis paysages, j'ai rien contre les pots de fleurs finalement avec des fleurs magnifiques dedans. J'ai rien contre les tableaux qui sont réalisés avec patience, minutie et puis où on y met, comme on dit, tout son cœur. Mais est-ce que ça suffit, ça, pour faire ce qu'on appelle de l'art? J'en sais rien. Dans l'absolu, sûrement dans l'absolu. Puisque l'essentiel, ça vient quand même de là, ça vient quand même du cœur. Mais il ne faut pas oublier la tête. Elle est présente, la tête également. Il ne faut pas oublier toutes les souffrances en fait que le corps emmagasine et qui gênent le trait. Ou alors on y va dans l'endurance, à la vieille école. On s'acharne. On cherche l'efficacité. Je pense qu'il y a quelque chose de plus doux à pratiquer. La réflexion apporte quelque chose de doux finalement. L'attention apporte quelque chose de doux. C'est pas un cataclysme. Il me reste juste 3 minutes parce que c'est tout ce que j'ai comme temps qui me reste en fait sur la plateforme où je fais passer en fait cette bande audio pour la transformer en audiogramme. Donc ça sera la dernière émission finalement de ce podcast sur repartir à zéro. Et je voudrais te dire en fait que oui, il y a quelque chose qui illumine en fait quand on fait retour comme ça vers le zéro, vers ce qu'on est finalement. Peut-être que j'aurais pu le dire plus simplement, peut-être que j'aurais pu le dire avec moins de difficulté, peut-être que j'aurais pu faire plus court, sans doute que je réessayerai. Bonne journée.